Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Dans cette vidéo, on va voir le chapitre 2 de l'excellent livre de Howard Marks qui est la chose la plus importante. Pour rappel, ce livre, il reprend les 18 choses les plus importantes dans l'investissement et il est écrit et commenté par 4 investisseurs légendaires qui gèrent des énormes fonds d'investissement et il y a également Warren Buffett qui l'a commenté et qui le recommande. Chaque chapitre représente une des choses les plus importantes dans l'investissement. J'ai une playlist qui va reprendre tous les chapitres et là on est dans le chapitre 2. Donc on est parti, chapitre 2, c'est quoi la chose la plus importante? La deuxième, je vous rappelle que c'est pas dans l'ordre non plus, c'est 18 choses qui sont équivalentes au niveau de l'importance. Eh bien ça va être l'efficience des marchés et également ses limites. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, le marché a toujours raison. Eh bien tout simplement cette phrase résume l'efficience des marchés. On va bien sûr développer, mais j'ai envie de commencer par cette excellente citation parce que j'aime bien commencer avec des citations. En théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique, mais en pratique, il y en a une. J'adore vraiment ça, et d'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que j'avais du mal avec l'école, sur beaucoup de choses qui étaient beaucoup trop conceptuelles et théoriques, et qu'en pratique, il n'y avait aucun rapport. Voilà, bref aparté, mais pour commencer, on va lire la conclusion. Et oui, on fait les choses à l'envers aujourd'hui. Alors, que nous dit Marx? Eh bien, pour résumer, il pense que la théorie, elle devrait influencer les décisions, mais pas les dominer. D'accord? Il faut toujours être conscient quand même de la théorie, et il faut être conscient des notions fondamentales, mais il faut tenir compte que des fois, eh bien, c'est différent. D'accord? Les statistiques, même s'il y a 99% de chances que ce soit vrai, il y a toujours 1% de chances que ce soit faux. Donc si on tient compte absolument compte que de la théorie, on peut commettre des énormes erreurs qui peuvent nous coûter très cher. Et à l'inverse, si on se base que sur la théorie, eh ben on peut peut-être complètement abandonner l'idée de faire des recherches pour aller trouver des bonnes affaires parce qu'on va se dire que le marché a toujours raison et donc il n'y a pas de bonne affaire puisque les prix sont toujours au bon prix, au bon moment et qu'on ne peut pas battre le marché. Ce que j'aime bien vraiment dans cette partie, c'est que Marx, il va aborder les deux côtés. Il va pas nous dire qu'il y a que la théorie ou que la pratique qui sont bons, mais à chaque fois, il va nuancer et il va nous dire justement, les deux sont vrais, il faut avoir les deux et il faut faire le propre mélange, le faire à sa sauce. On va développer déjà quand même un petit peu plus ce que c'est que l'efficience des marchés, d'accord? Donc c'est une théorie des finances et de l'investissement qui est née dans les années 60 et qui s'appelle aussi l'école de Chicago. Et en fait, cette grande théorie, elle est quasiment acceptée par tous les investisseurs, tous les fonds d'investissement. C'est la base de l'investissement dans tous les marchés. Ok? Là, on va résumer cette théorie dans les grands points, mais il faut savoir que c'est une grande théorie. C'est pas juste 3 lignes, mais nous, on va se servir vraiment de l'essentiel et on va résumer. La première chose à comprendre, et c'est encore plus vrai aujourd'hui que dans les années 60, c'est qu'il y a beaucoup de participants sur le marché et qu'on a tous accès de manière égale à toutes les informations importantes. On est tous relativement intelligents, objectifs et très motivés et prêts à travailler dur pour gagner de l'argent, d'accord? Et surtout, on utilise à peu près tous les mêmes modèles analytiques qui sont largement connus. Moi, par exemple, j'aime beaucoup utiliser Ishimoku pour déterminer les prix s'ils sont au prix ou non. En dehors de l'analyse fondamentale, bien sûr, mais juste en analyse technique. Notamment sur les crypto-monnaies où il n'y a aucun fondamental. La deuxième notion, c'est que les prix sont justes. En fait, tout simplement, c'est que les prix, ils sont ajustés aux informations immédiatement. D'accord? Donc le prix de marché, il prend en compte déjà toutes les informations et les prédictions des prix du futur avec les informations actuelles. Donc naturellement, les participants qui vont voir que l'actif est trop bon marché, eh bien ils vont l'acheter, ce qui va faire monter son prix, ou alors s'il est trop cher, ils vont le vendre et ça va faire descendre le prix. Donc les prix des actifs, ils sont fixés de manière juste, dans l'absolu, et relativement les uns par rapport aux autres. Bien sûr, on est toujours dans la théorie. Et également, un des grands fondements, ça va être le rendement ajusté au risque. D'ailleurs, dans toutes les vidéos, j'en parle, du couple rendement-risque. À chaque fois, le rendement, il va être plus important si le risque est plus important, tout simplement parce que pour que le marché veuille bien de quelque chose, eh bien, il va falloir augmenter le rendement puisque le risque est plus important. Ça va compenser le fait qu'on va prendre un risque. Et les rendements, ils sont pas plus importants parce qu'il y a plus de volatilité forcément. Le risque n'est pas la volatilité, ce serait beaucoup trop facile. Voilà, ça va être les points qui vont nous intéresser de cette théorie sur la finance et l'investissement. En autre point, on aurait pu noter aussi l'aversion au risque, les risques systématiques, non systématiques, l'alpha, le bêta, l'hypothèse des marchés aléatoires. Il y a plein de choses intéressantes, mais de toute façon, on en parlera dans d'autres vidéos. Maintenant qu'on voit cette théorie où le marché a toujours raison, eh bien, on va aller voir les
nuances que Marx nous propose. Déjà la première chose, hein, j'ai pris vraiment le texte du livre parce que c'est très complexe de résumer tout ce qu'il nous dit sans enlever l'essence même de ce qu'il veut nous dire. La première chose, c'est que Marx il nous dit que justement, cette théorie, il l'applique, d'accord, mais il va utiliser le mot efficient dans le sens prompt, rapide à incorporer des informations, d'accord, et non pas juste. C'est deux choses qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que le marché, il va toujours nous donner, refléter le prix qui correspond à toutes les informations qui ont été données. Et la différence entre le prix vraiment d'une action et sa valeur qui devrait être réelle, eh bien justement on va la voir, ça va être eh bien l'humain. Donc le marché, il représenterait le prix juste factuellement si on était tous des ordinateurs. On peut dire ça d'une autre manière, on peut dire qu'il reflète la vision du consensus, d'accord, en rapport avec l'information. Mais Marx nous dit bien, le consensus, il n'est pas forcément correct. D'ailleurs, le consensus se trompe très souvent. Si vous suivez un petit peu les informations économiques, vous savez qu'il se trompe très souvent. D'ailleurs, petite anecdote, il y a une phrase qui me fait beaucoup rire, qui dit « Quelle est la définition d'un économiste ?» Eh bien, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir et ensuite qui s'explique pourquoi il s'est trompé. Je trouve ça génial. Bref, petit exemple de Yao pour voir que le marché et le consensus n'a pas tout le temps raison, en tout cas que c'est pas tout le temps correct. En janvier 2000, Yao valait 237 $. En avril 2021, il ne valait plus que 11 $. Si on part du principe que à chaque fois le marché a raison. Comment est-ce possible que les deux fois il ait raison alors qu'en un an le prix a été divisé par 20 alors que l'entreprise n'a quasiment pas changé en un an? Donc on voit bien que le consensus n'est pas toujours correct. C'est qu'un exemple, des exemples, il y en a tous les jours. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon on ne pourrait pas gagner d'argent. Et qu'est-ce qui va du coup changer tout ça? Eh bien ça va être vraiment les émotions. J'en parle vraiment très souvent sur ma chaîne, puisque les émotions, quand on parle d'investissement, c'est la chose la plus importante. Et nos agissements, ils sont entraînés par la peur, l'envie, la cupidité. Et ça va complètement fausser notre vision des choses. Ok? Et ça va rendre l'objectivité impossible. Et c'est ça qui va nous ouvrir des erreurs très importantes. Le FOMO, la peur, bref, j'en parle dans plein de mes vidéos, mais vraiment, à chaque fois d'ailleurs quand je parle à des gens qui me demandent comment je fais pour gagner de l'argent en bourse, ils veulent que je leur apprenne, que je leur donne la recette magique, et je leur dis, il n'y en a pas. Je leur dis, vous comprenez pas que la bourse, c'est pas des chiffres. Enfin, si, bien sûr, c'est des chiffres. Mais ce qui va vraiment tout changer, eh bien, ça va être le contrôle de ses émotions. Et ça peut paraître contre-intuitif comme ça, quand on ne connaît pas, et quand on ne l'a jamais vécu. D'ailleurs, Seth Klarman nous dit carrément, les influences psychologiques sont un facteur dominant. Elles gouvernent le comportement de l'investisseur. Elles ont autant d'importance, voire parfois plus, que la valeur sous-jacente dans la détermination de cours des actions. Eh bien moi, je suis complètement d'accord, je trouve que ça a même encore plus de valeur aujourd'hui, surtout sur le marché des actions. On continue cette petite critique de Marx, qui nous dit qu'il y a des marchés qui sont plus ou moins efficients, et que c'est beaucoup plus facile de tirer parti d'un marché inefficient que d'un marché efficient. Et pour qu'un marché soit inefficient, il va falloir plusieurs de ces caractéristiques. La première, ça va être le risque, d'accord? On peut dire que le rendement corrigé du risque sur une des classes d'actifs peut ne pas être tout à fait conforme avec celui d'une autre classe d'actifs. Là, ce qui est super important, c'est corriger du risque, d'accord? Avoir un rendement élevé mais un risque élevé, c'est exactement la même chose que d'avoir un rendement faible avec un risque faible. Mais par contre, si votre rendement est élevé et le risque un peu plus faible, eh bien là, ça va être une bonne opportunité d'investissement. D'ailleurs, il va y avoir une grosse partie du livre qui va être sur les risques. Et nous, c'est ce qu'on va aller chercher, ça va être vraiment quelque chose qui est intéressant au niveau rendement-risque. La deuxième chose, c'est que les prix du marché sont souvent erronés, on l'a vu, et plus les prix vont être erronés, et plus ça va être imparfait, et mieux ça va être. Sur tous les marchés, l'accès à l'information ne va pas être forcément parfaite. Par exemple, sur le marché des crypto-monnaies, beaucoup d'informations sont faites par les market makers. C'est ceux qui contrôlent le marché. Donc forcément, s'ils veulent que les gens achètent, ils vont donner beaucoup de messages positifs parce que eux, derrière, ils vont shorter le marché. Surtout sur des marchés non régulés, et bien forcément, ils sont non efficients. Et donc, ça peut être plus facile de gagner de l'argent. Et la troisième chose, c'est que certains investisseurs, ils parviennent à régulièrement faire mieux que les autres. Pour deux raisons. Déjà parce qu'il y a des mauvaises valorisations, qui sont soit trop élevées, soit trop basses. Et la deuxième, eh bien, c'est qu'on est des humains et on n'est pas tous égaux. D'accord? Donc, on va pas avoir les mêmes capacités, les mêmes connaissances. Quand on commence ou quand ça fait 20 ans qu'on est dans l'investissement, c'est pas la même chose. On va pas forcément avoir le même accès à l'information, ou alors on va pas l'interpréter de la même manière, d'accord? Et il y a une dernière chose aussi qui est très importante, dont Marx nous parle, c'est que, par exemple,
plus il va y avoir de monde compétent sur le marché, mais plus ça va être compliqué. D'accord? Quand il y a des millions de personnes compétentes en face de nous, dont des fonds d'investissement et ce genre de choses, eh bien ça va être très compliqué de les battre, parce que c'est leur métier et ils sont très bons. Mais il y a quelque chose que peu d'investisseurs font, c'est de la vente à découvert. D'accord? C'est parier à la baisse, tout simplement en fait. Puisque ça peut être dangereux si c'est mal maîtrisé, ok? Mais la vente à découvert, c'est quelque chose que les fonds d'investissement ne peuvent pas faire. Les fonds d'investissement qui représentent les plus gros volumes sur les marchés, hein, concrètement, l'essentiel des volumes, eh bien, déjà, ils ne font pas ce qu'ils veulent, ils sont régulés, et également les investisseurs qui font appel à eux, et ils demandent une certaine stabilité, ou non d'ailleurs, ça dépend, mais du coup, ils sont contraints de faire des choses, d'accord? Ils ne font pas tout le temps les achats qu'ils veulent. Et surtout, ils ne font pas de vente à découvert. Et on va pouvoir tirer parti de ça, d'accord? En allant shorter le marché. Bon, bien sûr, je vous dis pas de le faire tout le temps. Il faut d'abord se renseigner, faire des analyses et tout. Mais quand un prix est survalorisé, eh bien la vente à découvert, ça peut être très rentable. Évidemment, il y a des fonds qui le font aussi, ça s'appelle des hedge funds, mais la plupart des gens n'y ont pas accès. Donc ça peut être une bonne opportunité, surtout quand c'est des bear markets qui sont très longs, eh bien on peut quand même gagner de l'argent. Et ça, il faut le savoir parce que au début, on le sait pas forcément. Et moi, en fait, c'est une des choses que je préfère. On continue. Alors Marx, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, tout simplement que, en fait, les marchés inefficients ne vont pas, en fait, vous rapporter des rendements généreux. C'est pas parce que le marché est inefficient que vous allez gagner de l'argent. Quand je vous parle du marché des cryptos également, qui est inefficient, c'est un marché qui est super dangereux. Il y a des super opportunités, mais c'est pas pour ça que vous allez gagner de l'argent. Mais par contre, comme il y a des opportunités, vous allez pouvoir les exploiter. Et sur le marché des actions également, d'ailleurs sur les plus petites capitalisations par exemple, les informations ne sont pas les mêmes, et donc il peut y avoir des plus grosses différences aussi de valorisation, qui peuvent être des très bonnes opportunités. Et il faut pas oublier que chaque personne qui fait un bon achat, eh bien en face, il l'achète à quelqu'un, d'accord? Et donc, il y a une personne qui perd. Quand il y a un gagnant, il y a un perdant. D'ailleurs, il nous dit bien, si vous jouez un petit peu aux cartes ou au poker, on dit que dans chaque jeu, il y a un fiche. Et c'est un joueur qui se fait plumer. Et si vous avez joué pendant 45 minutes et que vous n'avez toujours pas trouvé qui est le fiche, alors c'est que c'est vous. Et bien là, c'est la même chose. Si vous êtes sur un marché inefficient et que vous n'arrêtez pas de perdre, eh bien c'est vous le poisson. Mais ça tombe bien, vous êtes au bon endroit pour apprendre et pour pouvoir justement ressortir gagnant des investissements. Et comment savoir si le marché il est efficient ou inefficient et comment il faut prendre des décisions? Eh bien, on recoupe un petit peu le premier chapitre qui était la pensée au second degré. Et pour illustrer ça, Marx il nous décrit une petite situation où son fils Andrew, d'accord, qui est un investisseur en herbe, il vient avec plein d'idées d'investissement attrayantes, basées sur des faits que tout le monde connaît, d'accord? Et son premier test, quel est-il? Mais qui ne sait pas cela? D'accord? Quand vous trouvez que vous avez une idée de génie qui est basée sur les mêmes informations que tout le monde, eh bien c'est que tout simplement c'est pas une idée de génie, d'accord? C'est la pensée au premier degré qui est arrivée et il va falloir réfléchir avec le second degré pour pouvoir voir les choses de manière plus clairvoyante. D'ailleurs, 100% du temps, vous devez vous dire ça. Ok, là je pense ça, mais qui ne pense pas ça, d'accord? Qui n'est pas au courant de ces informations? Voilà, donc si vous pensez ça, généralement, c'est que c'est déjà pricé dans le marché. Et il nous rappelle également que les marchés efficients reflètent le consensus. Le marché a toujours raison. Donc si vous partagez la vision du consensus, bah vous aurez le même rendement que le consensus. Ce qui peut être très bien, hein, c'est ce que je dis dans la première partie, juste un investissement moyen peut être extraordinaire sur le long terme. C'est juste que si vous voulez battre le marché, vous devez avoir une vision non consensuel, qui soit propre à vous-même et surtout qui soit juste et qui soit juste souvent. Alors comment on va pouvoir appliquer en pratique tout ça, cette inefficience ou cette efficience? Eh bien justement, Marx nous dit qu'il n'y a pas vraiment d'inefficience ou d'efficience, d'accord? C'est ça sa nuance, c'est que il y en a toujours, en fait, un marché, il est efficient, mais à un degré qui peut être différent d'un autre marché, d'accord? Il est plus ou moins efficient. Sa conclusion, c'est un petit peu ça. Il faut vraiment prendre en compte les deux. J'espère que vous comprenez bien l'idée parce que c'est assez difficile à expliquer. J'apprécie sans réserve les opportunités que l'inefficience peut nous offrir, mais je respecte également le concept d'efficience des marchés et je crois fortement que les marchés boursiers peuvent être si efficients que c'est une grande perte de temps d'y chercher des gagnants. D'accord? C'est les deux en fait. Le marché est efficient, mais de temps en temps, ok, il ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on va se poser des questions qui vont être capitales pour notre investissement. D'accord? Parce que c'est justement ça, c'est de penser au second degré
En gros, on va dire pourquoi le marché est pas efficient. On va se demander pourquoi ce titre-là, cette valorisation-là n'est pas juste. Ce prix n'est pas juste par rapport à sa valorisation. Qu'est-ce qui fait que ça va être une bonne affaire? Ouais. Et première question, il faut redescendre sur Terre. Pourquoi existerait-il une bonne affaire alors qu'il y a des milliers d'investisseurs qui sont super compétents, qui sont prêts à renchérir sur le prix si quelque chose est trop bon marché? Pourquoi c'est une bonne affaire? Pourquoi est-ce que l'investisseur il veut se débarrasser du titre alors que vous voulez l'acheter en pensant qu'il va y avoir un bon rendement? Et ça va avec ça aussi. Si cette proposition est si géniale, pourquoi personne d'autre ne s'est jeté dessus? Comme on dit, si c'est gratuit, c'est toi le produit. À la base, on ne dit pas dans l'investissement, mais c'est exactement la même chose. Si c'est vraiment exceptionnel, alors pourquoi vous êtes tout seul à penser ça? Et ma préférée, si le rendement semble trop généreux par rapport au risque, n'est-ce pas signe que vous avez peut-être négligé un risque caché? Je dis le mieux parce que ça, sur le marché des cryptos, c'est vraiment le truc numéro 1. C'est tout le monde rêve de devenir millionnaire avec les cryptos et en disant qu'il n'y a pas de risque et tout le monde finit plumé. Mais parce que justement, il y a un risque qui est super important, donc la gestion du risque dans les cryptos est encore plus importante que dans les actions, enfin au moins importante en tout cas, et c'est un marché qui peut évidemment rapporter beaucoup, mais parce qu'il y a un risque qui est considérable. J'entends souvent parler de levier sur les cryptos, et ça me fait bien rire à chaque fois. Pas plus tard qu'hier où je tourne la vidéo, il y a eu 160 millions de dollars de liquidation sur le Bitcoin. Allez, on récapitule ce chapitre sur l'efficience des marchés, d'accord? Cette conclusion, je l'ai fait de manière imagée. J'ai repris un petit passage du livre de Marx, donc il nous dit « L'image ici est celle d'un professeur de finance qui croit en l'efficience des marchés. » Je vous ai dit, c'est la théorie pure et dure, et qui se promène avec un étudiant, et qui passe à côté de quelque chose et qui dit « N'est-ce pas là un billet de 10 dollars par terre ?» Bah non, ça ne peut pas être un billet de 10 dollars, répond le professeur. Si c'était le cas, quelqu'un l'aurait déjà ramassé. Alors, le professeur s'éloigne, l'étudiant ramasse et s'en va boire une bière. C'est vraiment la conclusion imagée parfaite. C'est l'efficience des marchés. Et de temps en temps, il y a un petit billet qui tombe parce que rien n'est parfait. Et la théorie et la pratique sont deux mondes complètement différents. Alors maintenant, je vous dis à vous d'agir. J'ai une formation bourse si vous voulez, j'ai une formation crypto également. Et pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé. Thumbs up bien sûr si ça vous a plu, un petit commentaire pour me soutenir. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, pour le prochain chapitre. C'est dans la playlist, alors allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.